Un album qui a attiré notre attention et que l'on vous présente en détail, nos 6 coups de cœur sortis cette semaine, l'actualité de la bande dessinée, voilà ce que propose chaque semaine Le Buller, votre podcast qui traite du 9e art. Dans ce 108e épisode, on revient sur les attentats du 11 septembre 2001 alors que l'on s'apprête à commémorer dans 2 semaines les 20 ans de ce triste jour. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Alors qu'en cette fin août 2021, nous nous approchons à grands pas de la commémoration des 20 ans des attentats ayant endeuillé les États-Unis et le monde entier le 11 septembre 2001, Dargaud, en coédition avec la revue Topo, a eu la très bonne idée de sortir un album qui revient sur cette tragédie. Si l'on parle ici de bonne idée, c'est que Dargaud a eu l'intelligence de sortir un ouvrage qui non seulement rappelle ce que fut cette terrible journée pour les gens qui l'ont vécu, mais que c'est aussi un titre qui s'adresse aux moins de 30 ans, n'étant pas encore nés ou trop jeunes pour comprendre tout ce qui se jouait ce triste jour. Ce n'est donc pas un hasard si cette histoire a été publiée en amont dans la revue Topo, revue dessinée qui s'adresse en priorité au jeune public. L'objectif de cet album est donc clairement annoncé, revenir sur cet événement fondateur du XXIe siècle et tenter d'expliquer comment et pourquoi il est survenu et quel impact il aura eu sur nos sociétés. Nous devons ce bel album, aussi passionnant que didactique, à Baptiste Boutier pour la partie scénario et Héloïse Chauchois pour son dessin. Si Baptiste Boutier est un collaborateur régulier du magazine Topo, il a aussi un véritable intérêt pour les formats journalistiques innovants pour faire passer l'information, d'où cette envie de réaliser cette bande dessinée. De son côté, Héloïse Chauchois, avec son trait simple mais tellement expressif, s'est spécialisée dans la vulgarisation scientifique en bande dessinée et là aussi, ce n'est donc pas un hasard de la retrouver sur un tel projet. Après avoir parlé et dessiné de l'intelligence artificielle, du transhumanisme ou encore du lynchage, elle revient ici sur la tragédie du 11 septembre dans un album passionnant qui résume tout en 144 pages. C'est à travers le personnage de Juliette, trentenaire qui avait 13 ans au moment des faits, qu'elle revient sur cet événement qui a scotché le monde entier devant son téléviseur le 11 septembre 2001. Alors jeune adolescente à l'époque, Juliette n'avait pas toutes les clés pour comprendre ce qui se jouait ce jour-là et son interrogation d'alors sert d'appui pour se questionner sur ces attentats. L'album se veut aussi factuel et déroule dans un premier temps la chronologie des événements allant du 11 septembre à 9h03, moment où a lieu le premier impact sur une des 2 tours jumelles, jusqu'au 12 septembre, lendemain des attentats. L'album fait revivre ou donne la parole à certains des acteurs de cette journée d'horreur en les mettant en scène dans les situations auxquelles ils ont dû faire face. Que ce soit pour tenter de comprendre ce qu'ont dû affronter les pompiers, les policiers, mais aussi les employés de bureau des 2 tours, ou encore les photographes présents sur place, l'album alterne les points de vue et nous plonge au cœur de cette journée qui restera à jamais gravée dans l'histoire moderne de notre monde. Vient ensuite le temps des explications. Là aussi, l'album se veut pédagogique et essaye simplement de faire comprendre qui était derrière ces attentats et quelle est l'idéologie qui les a poussés à commettre ces actes atroces. Les explications se veulent simples et permettront même au plus jeune public de bien saisir les enjeux géopolitiques qui ont suivi les attentats du 11 septembre. C'est ainsi que s'ouvre alors une partie où les auteurs essayent aussi d'expliquer comment la lutte contre le terrorisme au lendemain de ces attentats a aussi donné naissance à de nombreuses mouvances extrémistes comme Daesh et l'État islamique. En tirant le fil de cette explication, le lecteur en vient même à voir quels sont les liens qui existent entre les attentats qui ont eu lieu ce 11 septembre 2001 et ceux que l'on connaît sur notre territoire depuis une dizaine d'années qui ont eu lieu au Bataclan ou encore au siège de Charlie Hebdo. Vous aurez compris que cet album est complet et riche d'informations, mais malgré cela, il n'assomme jamais le lecteur sous une tonne de démonstrations. Au contraire, il fait ici le pari de raconter cela sous le prisme d'une histoire d'être humain plutôt que d'accabler le lecteur de chiffres et de faits qui pourraient être indigestes. Le joli dessin d'Héloïse Chauchois ne cache rien de la réalité de cette tragédie sans jamais tomber dans le gore ou le voyeurisme en gardant bien à l'esprit que ce titre est aussi destiné au jeune public. Au final, il en ressort un album que l'on a vraiment pris plaisir à lire qui permet de tout comprendre de cette tragédie et de ses répercussions.
Déjà disponible en librairie, 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé, est le titre idéal pour revenir sur cette vague d'attentats alors que nous commémorerons prochainement les 20 ans de cette funeste journée. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Prenez un contexte historique explosif où la guerre froide est encore en cours, les pays colonisés se libèrent de l'envahisseur et de nombreux conflits font rage de par le monde. Ajoutez-y un mercenaire soutenu par les services secrets des pays qui l'emploient et vous vous retrouvez avec le personnage de Bob Denard. Le moins que l'on puisse dire est que le duo Olivier Jouvray au scénario et Lila Cognier au dessin a su remettre en lumière celui qui s'est fait connaître durant toute sa vie pour ses coups d'éclat et l'aide qu'il a pu apporter à de nombreux pays en proie à des crises internes. S'il était capable de destituer par la force des chefs d'État africains et de leur venir en aide quelques années plus tard, en revanche, il n'a jamais tourné le dos à la France, pays qu'il avait chevillé au corps. Bob Denard, le dernier mercenaire, est donc un album qui tente de retracer la vie incroyable de ce soldat à l'ancienne, un rien romantique dans sa façon d'agir, mais qui ne fut pas un enfant de cœur pour autant. S'il est un pays avec lequel son nom est très largement associé, c'est bien celui des Comores, petit archipel sur lequel celui-ci régna en compagnie du président Abdallah. De son idéalisme militaire jusqu'à sa dérive autoritaire, de sa jeunesse fascinée par un père au fort tempérament, jusqu'à la maladie qui l'emportera en 2007, en 133 pages, l'album brosse le portrait d'un homme comme on n'en fait plus aujourd'hui. Malgré la violence des situations racontées ici, l'ouvrage use du symbolisme pour représenter la mort et les combats et propose un dessin vivant et chatoyant en contrepoint d'une existence marquée par la lutte armée. À la fin de l'album, une double interview d'Aurélien Ducoudray, directeur de la collection Karma chez Glénat, et d'Olivier Jouvray, scénariste de l'album, permet de mieux comprendre le projet. Album passionnant de bout en bout, Bob Denard, le dernier mercenaire, est une superbe découverte que l'on vous recommande plus que chaudement. Changeons totalement de sujet pour découvrir la 6e livraison d'une série qui n'en est pas vraiment une, puisque chaque album, même s'il met en scène les mêmes personnages, peut se lire indépendamment des autres. Le jour où le bonheur est là est donc un ouvrage qui porte dans son titre le programme de ce que vous allez retrouver au sein des 64 pages. Dans cette bande dessinée, présentée comme feel good et pleine d'optimisme, il est justement question de réfléchir aux petits bonheurs qui font notre quotidien et que l'on ne prend pas assez le temps de déguster. Pour ce 6e tome, la petite bande d'amis se réunit chez Antoine et son compagnon pour un week-end où l'on veut laisser loin les soucis du quotidien. Comme toujours, Antoine tâchera de rendre la joie de vivre et l'optimisme à ses invités du jour qui ont le nez collé dans les tracas du quotidien. Tour à tour, Clémentine, Sacha, Chantal, Guillaume et Naori vont se livrer et raconter aux autres ce qui leur donne du bonheur dans leur vie de tous les jours. On ressort de cette lecture complètement regonflé tant le duo Becca au scénario, composé de Bertrand Esquèche et Caroline Roch, et le dessin de Marco arrivent à rendre ce bonheur communicatif. Édité chez Bambou, comme pour les précédents, voilà un titre disponible en librairie depuis cette semaine que l'on aimerait voir remboursé par la sécurité sociale. Imaginez que demain, ordinateur et téléphone portable tombent en panne le même jour et que vous soyez contraint de passer 10 jours totalement déconnecté du monde virtuel, dont ces deux objets sont les portes et les fenêtres. Voilà le postulat de départ d'un autre album qui nous vient de chez Glénat, Voyage autour de ma chambre. Dans cette période où il se retrouve seul et déconnecté, Franck va devoir réinventer son quotidien et c'est pour lui une bonne occasion de se reconnecter avec le monde qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire son appartement et plus précisément sa chambre. Dans un dialogue qu'il entame avec nous-mêmes, il nous fait non seulement part de ses sensations d'être ainsi un naufragé du numérique, mais il nous livre aussi son univers intérieur, celui qu'il associe avec le lieu dans lequel il passe le plus clair de son temps. Ainsi, son canapé, son lit, son bureau, mais aussi sa bibliothèque vont devenir des lieux propices à la rêverie et à l'évasion, à la construction d'un monde imaginaire. Pour lui, le solitaire, un personnage revient souvent, Vanessa, une ex pour qui il garde un véritable amour comme on le comprend au fil de la lecture.
Véritable bouffée d'oxygène, où il prend le temps de se reconnecter avec lui-même et son environnement, cette dizaine de jours est donc l'occasion de voyager sans jamais bouger d'un lieu aussi familier que sa propre chambre. C'est passionnant et nombreux seront les lecteurs et les lectrices qui se retrouveront dans ce personnage et qui laisseront peut-être passer un peu de temps avant de reprendre en main leur smartphone. Nous devons le scénario de cet album bien dans l'air du temps à Aurélie Héroux, tandis que c'est Sagar qui en signe les dessins. L'univers graphique que déploie ici Sagar est riche et foisonnant, comme peut l'être notre imagination dès lors qu'elle n'est pas emprisonnée par ce monde préfabriqué que nous offrent les écrans au quotidien. Vous aurez compris que cet album est une véritable réflexion pertinente et amusante sur les travers de nos modes de vie, un titre vraiment très intéressant que l'on vous recommande chaudement là aussi. Édité chez Dargaud, Animal Social Club est un titre comique et décalé qui s'attaque frontalement au petit monde du cinéma et à ses travers. À l'origine d'un projet, Thomas et Karine, un couple de bobos parisiens, se démènent pour monter le plus vite possible un film qui a pour thème le coronavirus et l'amour en temps de confinement. Si le sujet n'est déjà pas en soi le plus original du monde, l'angle choisi, celui des amours à distance ou de l'enfermement, n'est en plus qu'un vulgaire plagiat. Mais notre couple n'en a que faire, l'urgence est à la préparation du tournage, et pour cela il faut trouver un réalisateur, un casting de choc et des financements pour que cela puisse se faire. C'est donc avec beaucoup d'amusement que l'on voit les deux se démener pendant les 120 pages de cet album, enlevé et à rien exagéré, même si l'on reconnaît ça et là des personnalités du cinéma français grimées sous d'autres personnages. Derrière la magie du film, que l'on peut voir sur les grands écrans de cinéma, Hervé Bourris a voulu nous parler ici de l'arrière-cuisine de cette fabrique à rêves qui a connu un grand coup d'arrêt durant le confinement. Avec un soupçon de férocité, mais aussi de tendresse, l'auteur nous amuse à mettre ses personnages dans des situations improbables dont l'apogée arrive dans le dernier chapitre d'une aventure qui en compte 3. Le dessin coloré et un rien caricatural de Bourris finit de transporter le lecteur dans une aventure vraiment amusante qui se lie avec curiosité et gourmandise. Chez Dupuis est sorti cette semaine le premier des 2 albums de Madeleine Résistante, un diptyque qui se propose de raconter le parcours de Madeleine Riffaut durant la Seconde Guerre mondiale. Pour nous faire patienter, les éditions Dupuis avaient eu la bonne idée de prépublier une large partie de ce premier tome dans 3 cahiers intitulés « Les cahiers Madeleine ». C'est donc une plongée dans les réseaux de la Résistance qui nous attend dans ce superbe album où le sublime dessin de Dominique Bertaille met en avant le non moins superbe scénario de Jean-David Morvan. L'histoire démarre dans le courant des années 30, au moment où l'insouciance et la jeunesse de Madeleine se terminent pour entrer dans une partie plus grave de son existence. C'est la mort du grand-père qui sonnera comme le premier traumatisme de celle qui contractera la tuberculose et qui sera aussi violée 4 fois la même nuit par le fils de sa logeuse. C'est d'ailleurs la tuberculose qui lui permettra de s'échapper un peu de la triste réalité d'un pays occupé par les Allemands pour s'isoler dans un sanatorium où elle va y rencontrer Marcel Gagliardi qui, en plus d'être son fiancé, sera celui qui lui permettra d'intégrer la résistance. C'est tout cela et plus encore que l'on découvre dans cet album au dessin semi-réaliste d'une belle couleur bleutée. C'est passionnant de bout en bout et la fin de l'ouvrage permet d'en savoir un peu plus sur la jeunesse de ce projet et sur la façon dont les 2 artistes ont travaillé avec Madeleine Riffaut pour préparer cet album. Véritable pépite de cette rentrée, Madeleine Résistante nous a séduit à la fois pour son propos, plus que jamais nécessaire, mais aussi pour sa qualité graphique qui nous donne envie de replonger plusieurs fois dans cette très bonne bande dessinée. Terminons cet épisode avec un album qui n'est pas dénué de lien avec ce que vit le peuple afghan et en particulier les femmes depuis la semaine dernière. C'est au Kurdistan, sur ce territoire où vit une population de 40 millions d'habitants sans État, que nous entraînent les filles du Kurdistan, une révolution féministe. Après avoir lu cet album, qui fourmille d'informations sur la lutte armée que mènent les femmes dans cette région du monde, on ne pourra plus dire que la guerre ne s'écrit qu'au masculin. Ce n'est pas qu'elle soit particulièrement passionnée par la guerre qui a conduit une poignée de femmes à se rassembler et à lutter, mais elle pense d'abord à leur survie, elles qui dans cette partie du monde sont fragilisées par les guerres incessantes et la présence féroce de Daesh. C'est d'ailleurs contre l'organisation islamique qu'elles ont signé leur premier coup d'éclat en libérant la ville de Kobané en 2015.
L'album nous entraîne au plus proche de ces combattantes et essaye de se débarrasser de l'image glamour que les médias occidentaux leur prêtent pour s'intéresser à leur combat et à l'idéologie qui les sous-tend. Féministes, écologistes, collectivistes et on peut le dire avant-gardistes, on se prend à être surpris que sur ce morceau de territoire, un groupe de femmes jeunes et moins jeunes soit aussi bien organisé et structuré pour mettre fin à des siècles de patriarcat. De ce point de vue, l'album, dans un noir et blanc, est passionnant et se présente comme un documentaire dessiné que l'on doit à Mylène Saulois, qui réalise d'ordinaire des documentaires pour la télévision. C'est avec Kurdistan, la guerre des filles, qu'elle avait d'ailleurs attiré l'attention sur le combat de ces femmes qui ne manquent pas d'idées pour rétablir l'égalité entre les deux sexes. Ici, c'est Clément Balloux qui s'occupe de la partie dessin d'un titre qui propose en toute fin des informations complémentaires pour bien comprendre tous les enjeux en présence. Édité chez Stenkiss dans la collection Témoins du Monde, Les filles du Kurdistan est un véritable rayon de soleil sur une région où l'homme tente de faire régner l'obscurité chez les femmes. Voilà, nous en avons terminé avec ce 108e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast ou sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 109e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.